Téléspectateurs de Monde TV, bonjour, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver encore une fois et bienvenue sur votre plateau Entretien Brut, le plateau sur lequel on fait un décryptage de l'actualité de la semaine. On jette nos caméras, nos micros un petit peu à l'horizon pour voir qu'est-ce qui se passe, quelle actualité brûlante. Et on la ramène ici sur ce plateau et on fait un décryptage. Sur ce plateau, je suis toujours accompagnée d'un confrère ou des invités tout simplement pour vous donner le décryptage qu'on a sous la main. Alors, aujourd'hui, j'ai mon confrère, on dira confrère fétiche même peut-être, pour certaines personnes, en tout cas du côté du Togo, il s'agit de monsieur, tiens, je dis monsieur aujourd'hui, Bourema Soulo, journaliste, blogueur. Soulo, bonjour. Bonjour Fadima. Ça va? Ça va très bien et vous? Ça va. Et la semaine, le week-end? Ben écoute, l'actualité elle est brûlante avec ce qui se passe Très chaud, au niveau des réformes, on dira politiques, voilà, politique sans politique. Ça bouillonne quand même. Ça bouillonne quand même. Merci beaucoup d'être présent ici sur ce plateau. Notre deuxième invité téléspectateur de Mandé TV est Monsieur Bassaro Aïdara. Il a beaucoup de casquettes, mais la casquette qui est présente aujourd'hui sur ce plateau, c'est la casquette de communicateur. Aïdara, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Merci d'être présent. Plaisir est partagé. En tout cas, on va voir ce qu'il va fournir en décryptage. Ce sera avec un immense plaisir de savourer cela. On ne va pas tarder sur nos sujets. On prend notre premier dossier, comme on aime si bien le dire, sur ce plateau. Voilà, le Mali entreprend des réformes, notamment la réforme de la charte des partis politiques. Il y a eu des concertations au niveau des régions ensuite. Au au national. Boussoulo, de quoi il s'agit? Un petit rappel, un petit peu? Merci Fadima, comme vous l'avez dit, au mois d'avril a été marqué ici au Mali par des concertations, des nouvelles concertations, parce qu'il faut le préciser ainsi. On a tellement de concertations que voilà, chaque mois vient avec la dénomination de quelque chose d'organisé par les autorités de la transition. Et pour ces mois d'avril passé, c'était des concertations initié par le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes constitutionnelles, enfin institutionnelles, j'allais dire soutien aux réformes politiques. Donc, qui a quand même appelé les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur à se pencher sur la charte des partis politiques. Laquelle charte a été quand même aussi discuté par les concernés, les premiers concernés. Il s'agit des partis politiques. Et les 16 et les 17, c'était, comme je disais, au niveau régional, consulaire. Et après, 28 et 29, on avait le niveau national. Et comme par magie, il y a l'intitulé des activités, mais aussi il y a des à côté. Et au sortir, on a quand même vu que la majorité des participants, je ne sais pas si c'était des milliers ou un millier de participants qui étaient là, quand même ils ont proposé, ils ont imposé aux 28 millions, enfin 22 millions de Maliens de la dissolution des partis politiques, accorder un mandat de 5 ans à Assimi, au général d'armée Assimi Goïta, renouvelable, et surtout changer son appellation au lieu de président de la transition, président de la République, comme l'a fait le Niger et le Burkina Faso. Aujourd'hui, suite à ces recommandations qu'on peut peut-être qualifier de prédéfinies, parce que quand même on ne peut pas inviter des Maliens à se prononcer sur la charte de la transition, sur comment on peut organiser le champ politique, la classe politique, et on nous sort des recommandations totalement contradictoires de l'objectif recherché. Donc ça, c'est le génie malien, comme le disait l'imam Mamoudou Diko, depuis 2021, depuis 2020 d'ailleurs, depuis la charte, les journées de concertation qui ont abouti à la validation de la charte de la transition. On a quand même vu que chaque fois que les Maliens se réunissent, voilà ce qu'on leur propose, voilà ce qu'ils
il donne comme résultat au final donc des hors-sujets validés par des professeurs. C'est quand même très curieux comme pratique dans ce pays-là. Donc, suite à ça, il y a eu des remous. Les partis politiques ne se sont pas laissés faire, on peut dire ainsi. Ils sont organisés, ils ont voulu faire un meeting la semaine dernière, empêché par des gens qui se qualifient des soutiens de la transition, alors que tout le monde soutient la transition. Ça aussi, il faut le dire. C'est pas parce qu'on est contre certaines propositions qu'on ne soutient pas la transition ou on n'est pas malien. Mais ces gens se sont opposés à ça. Après, les jeunes voulaient, le week-end dernier, ce week-end-là, ils voulaient faire aussi une conférence de presse, là aussi empêchée par les mêmes jeunes, les mêmes badauds, jusqu'à ce mercredi où le gouvernement lui-même décide de suspendre les activités des partis politiques et des associations à caractère politique, donc toutes les activités politiques, que ce soit des organisations politiques ou pas politiques, mais si les activités rentrent dans le cadre du champ politique, c'est suspendu jusqu'à nouvel ordre pour raison entre guillemets d'ordre politique. Donc, c'est cette raison d'ordre politique, comment il faut le qualifier? Est-ce que c'est subjectif? Est-ce que c'est l'ordre parce que les partis politiques ne veulent pas se laisser faire, qu'ils menacent l'ordre public, ou parce qu'en face, il y a des jeunes aussi qui veulent, par exemple, les partis politiques voulaient organiser un meeting ce vendredi, et que au même moment, les mêmes jeunes là sont allés déposer eux aussi une demande pour dire sur le même lieu un meeting à la même heure. Donc vous voyez, donc est-ce que nos autorités ont eu peur d'un possible affrontement entre ces deux camps-là? Donc en tout cas, ce sont des décisions déjà prises, et on va voir si les partis politiques ces vendredis vont tenir leur meeting ou vont respecter. Mais quand même, cette décision prise ne va pas aussi sans faire du mal à la presse, parce que la plupart, le contenu de la plupart des médias, c'est quand même les activités politiques. Et aujourd'hui, est-ce qu'on va nous demander, comme on l'a fait à la première suspension des activités politiques, de demander à la presse de ne pas couvrir les activités ou de ne pas inviter les hommes politiques sur leur plateau? Les prochains jours nous diront. Nous dirons clairement. Merci beaucoup, Soulo, pour cette introduction, voilà, assez succincte par rapport à ce sujet-là. Aïdara, les réformes, votre regard par rapport à tout ça? Comme ça a été dit... Cette réforme, on va dire. Bon, comme ça a été dit par Solo, je crois qu'on est habitué des faits. On se rappelle que lors du déni, du DIM et même de la rencontre de la semaine dernière, le 29 et 30 avril, oui, il était sujet de parler de la charte des partis politiques. La surprise a été que très généralement, il y a toujours des discussions ou des décisions qui sortent souvent de nulle part. On se rappelle que pour ce qui est de déni, le dialogue national qui s'est tenu en 2021, si j'ai bonne mémoire, c'est la durée de transition qui avait fait le buzz à l'époque, parce que c'était nulle part écrit dans les textes préalables. C'est les ANR. Les ANR, plutôt. Les ANR, les Assises nationales de la refondation. Autant pour moi, les ANR. Il était question, la durée de la transition avait pris la vedette des résolutions, parce que nulle part cela n'était écrit par rapport aux documents de base dont la discussion devrait porter. C'était le même cas lors des DIM, dialogue intermalien. On se rappelle aussi que à ce niveau, c'était, comment on appelle, élevé comme on appelle les 6 colonels, on dirait comme ça, 5 plus 1 colonel au grade de général, et aller vers aussi la durée, parce qu'à l'époque, il avait été question aussi de prolonger la durée de la transition, de donner 5 années au président Assimi, et même ensuite de l'autoriser à être candidat, ce qui n'était pas aussi dans les documents de base dont les discussions devraient porter. Il avait aussi été question d'aller sur plusieurs autres réformes. Et pareil pour la charte des partis politiques, parce que là, je crois qu'il y a eu une question de chaîne de faïence, en fait. Personne n'avait confiance à l'autre. Le gouvernement avait adressé une correspondance aux partis politiques, on se rappelle, pour les demander de donner leur avis
par rapport à la multiplication des partis politiques, comment il voyait cette situation et comment faire pour réduire le nombre de partis politiques, parce que ça ne faisait pas des recommandations du DIM. Et les partis politiques sentant un peu la petite bête, parce qu'ils sont habitués des faits, que très généralement, quand il y a des activités pareilles ou des demandes pareilles, l'État tire un peu plus ou moins vers le nombre, en disant que, bon, écoute, sur un taux de proposition arrivé, il y a tel nombre de personnes qui sont pour telle décision, il y a tel nombre qui sont pour telle décision. On se rappelle par rapport à la création de l'ECHE, c'est ce qui s'en est passé. Donc, ils se sont dit, bon, écoute, le plus utile pour nous serait de se former en bloc. Il y a eu 2 blocs de 100 plus ou moins partis politiques, et après les 2 se sont encore mis ensemble pour faire un seul bloc, pour faire un peu une proposition. Que aux yeux du gouvernement, ces propositions ne sont pas allées en profondeur par rapport à ses attentes. Parce qu'il y a eu des propositions de solutions, mais qui n'étaient pas acceptables à ses yeux, bon, pas assez fort à ses yeux. Donc la question, c'était encore de revenir pour interroger ce qu'ils appellent la force vive de la nation. Et là encore, parole a été donnée parce qu'il y a eu une composition qui est sortie où les partis politiques devraient se faire représenter par entité au niveau régional par 2 représentants. Pendant que sur une vingtaine de délégués, les partis étaient plus ou moins minoritaires. Je crois qu'ils ont tenu un point de presse pour dénoncer les faits en disant que c'est notre problème. Et d'ailleurs, nous avons fait des propositions. Et de ce fait, si on doit se retrouver entre plus d'une vingtaine, comment on appelle, de collégiens, on va se dire, pour discuter de quelque chose, et qu'on n'est représenté que par 2 personnes, en cas de décision, la majorité ne sera jamais de notre côté. Et d'ailleurs, sur plus de 200 partis politiques, la représentativité de 2 par zone se fera sur quelle base, n'étant pas définie. Je crois qu'il y a beaucoup qui avaient renoncé à la participation des partis politiques. Je crois que depuis ce moment, que le fossé a commencé à s'agrandir entre le gouvernement et les partis politiques. Et la suite, on est dans l'enchaînement de la suite, parce que les assises ont eu lieu, ça a été dit la semaine dernière, lundi, mardi, 29-30 dernier. Et à la foulée, le mercredi, ça c'est la surprise générale. 28-29 plutôt. Oh, oui, 28-29. Et à la surprise générale, le mercredi qui a suivi, il y a eu au Conseil des ministres, il y a eu déjà ce dossier a été présenté et l'État a décidé d'aller vers la dissolution de la charte pour une nouvelle proposition de charte. Donc, et c'est là où pratiquement tout a commencé en termes de manifestations que nous voyons, qui ont commencé d'abord le samedi, qui s'en est enchaîné le dimanche. Et la suite, on est déjà dedans. L'expression de mécontentement par la classe politique, oui, on va dire. Vu ce que vous avez dit tout de suite, là, on veut faire des réformes concernant la charte politique, on veut en même temps, ou disons, on prend la décision d'abroger l'ancienne charte des partis politiques. Et aujourd'hui, il y a la suspension des activités à caractère politique pour les associations et partis politiques. Ce vide politique aujourd'hui, quel impact? Est-ce que ce sera favorable pour cette transition? Je ne crois pas, parce que même les conseils des ministres que tient le gouvernement, ce sont des activités politiques. Le président de la République, le président de la transition, dès lorsqu'il reçoit quelqu'un au palais des couloirs, c'est une activité politique. Dès lorsqu'il signe un truc, c'est politique. Donc on ne peut pas dire qu'on suspend les activités politiques d'un côté et de l'autre côté mener les mêmes activités politiques. Donc ça, c'est quand même priver les autres de leurs droits et tout en lui-même s'octroyer des privilèges qui ne disent pas son nom. Par exemple, moi, qui ne disent pas leur nom. Moi, ce que je dis, parce qu'on est dans un pays où on sait qu'à 80% des Maliens ne sont pas à l'école ou ne sont pas universitaires, n'ont pas été à l'université. On confie une telle réflexion pour dire, voilà, on va confier ces genres de trucs aux Maliens. Quand vous demandez aux Maliens aujourd'hui, les hommes politiques, ils ont une mauvaise image parce que depuis 2021, c'est ça qu'on leur dit. On leur dit en Bamanakan que tous les hommes politiques vivent que de la politique. Alors que moi, même hier dans un grand, je le disais, citez-moi un seul homme politique qui ne fait rien de sa vie, mais qui ne vit que de la politique. Il n'y en a pas. Demandez Maître Moutabatal, il est avocat, inscrit au barreau du Mali. Il a un cabinet. Il a un cabinet. Maître Ali Bachili.
Docteur Soumari, Docteur Omar. Ainsi de suite. Ainsi de suite, ils sont nombreux. Tous ont quelque chose à faire. Mais la politique, c'est leur passion. Moi, comme le journalisme, c'est ma passion. Blogging, c'est ma passion. Donc, mais on a dit aux Maliens, dans les rues de Bamako, vous sortez, vous dites un homme politique, un politicien, il vous dit non, lui c'est pas là, parce qu'aujourd'hui il commence à faire du bruit parce que leur intérêt est menacé. Leur intérêt, quand on demande aux Maliens quel est cet intérêt, il va te dire, ce Malien-là, il va te dire que oui, parce qu'il ne vit que de ça. Donc vous voyez comment on réfléchit. Et quand l'État, au plus haut sommet de l'État, on joue avec ses sentiments, on joue avec cette ignorance des choses, pour pouvoir se maintenir ou pour pouvoir se faire passer pour un saint, c'est très dommage. Mais parce qu'on va récolter les pots cassés. IBK a joué à ce jeu en quelque sorte, parce que la minimiser, ces mécontentements-là, ces frustrations-là, au départ, avec M5, jusqu'à ce que M5 l'a avalé. Aujourd'hui, avec ces petits mouvements qu'on voit, si dans le cadre légal, on empêche les gens d'aller se manifester, d'aller montrer, d'aller se défouler sur les trottoirs. De tout simplement présenter leur avis. Exactement. Ils vont passer par la clandestinité. Ça, on ne le souhaite pas. Donc, si on passe par la clandestinité, donc on va revivre les années sombres que le Mali a vécu déjà dans le passé. Donc, aujourd'hui, suspendre les activités politiques, ce n'est pas une bonne chose pour les autorités. Et je crois que les autorités de la transition doivent reprendre la main, doivent se ressaisir pour ouvrir un dialogue politique entre toutes les parties politiques, enfin toutes les parties prenantes, que ce soit l'opposition, qui disent l'opposition, alors que dans une transition, il n'y a pas d'opposition. La transition elle-même, les partis politiques, la société civile, la presse, donc toutes ces parties, il faut les réunir pour dégager un consensus. Et ce consensus, c'est pour le Mali. Quel signal le Mali renvoie comme ça au niveau de l'international, hein, notamment avec nos partenaires internationaux, notamment les Nations Unies? Parce que d'un coup, on ne veut pas rentrer dans un certain cadre, mais après, on est les premiers, par exemple, à aller porter plainte au niveau des Nations Unies en disant que, voilà, le voisin, tout récemment, on a vu le cas de l'Algérie, comme quoi l'Algérie ne respecte pas du tout les normes. Le Mali, comme ça, peut se donner une certaine légitimité, une certaine crédibilité aux yeux de l'international? Je crois qu'il faut rappeler que la suspension des activités des partis politiques n'est pas une première en soi. Oui. On se rappelle qu'à la veille... Oui, mais le signal qui a été renvoyé, on le sait déjà. Mais encore une fois... À la veille du DIM, il y a eu aussi la suspension, mais sauf qu'à l'époque, à la primature, il y avait un homme politique qui était là et qui était parvenu à amener beaucoup de frustration. Mais sauf que cela n'avait pas atténué l'ardeur des partis politiques, parce qu'il y a eu des réunions clandestines qui sont tenues, qui a même amené à l'emprisonnement de une dizaine de cadres politiques. Et on sait par la suite que la médiation de l'ancien Premier ministre Pinochet avait amené vers leur libération. Donc ce n'est pas une première par rapport à cet état de fait. Maintenant, sauf que les cadres ne sont pas les mêmes, parce qu'actuellement il ne s'agit pas d'une discussion ou d'un dialogue qui est en cours, parce que la première fois, il était question de pouvoir que le DIM se passe normalement bien. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Mais cette fois-ci, c'est plutôt par rapport à des questions, comme on appelle, de sécurité nationale. Parce que ça a été dit tout à l'heure par Solo. Quand on regarde, on entend tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux par rapport aux différents messages ou différents meetings qui doivent se tenir. Nous avons vu pratiquement, il a fallu beaucoup plus de sagesse de part et d'autre pour que le samedi dernier, qu'on n'arrive pas aux affrontements. Pareil pour le dimanche. Et ce qu'on a vu en termes de communication, qui en est suivi par rapport à ce meeting qui devrait se tenir, si on parle le conditionnel, dans la mesure où les activités des partis politiques et associations sont plus ou moins suspendues à partir d'aujourd'hui, si on parle le conditionnel, qui devrait se tenir le vendredi prochain. On peut se dire que l'État a décidé peut-être d'aller vers la suspension des activités politiques pour éviter des affrontements entre les peuples. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est que dans les jours à venir, l'histoire nous dira qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, par rapport à l'international, je crois que depuis un certain moment, par rapport à la politique malienne, je crois que c'est que l'État met l'accent sur c'est-à-dire le local,
le national. Et aux yeux de l'international, c'est plutôt les deux voisins qui sont pratiquement les pays avec lesquels nous traitons, à savoir le Burkina et le Niger. Au-delà de ça, je crois qu'on se dit qu'on n'a pratiquement pas de compte à rendre à qui que ce soit. Parce qu'il y a très peu de structures internationales dont on est un membre, ou de deux, on pense qu'on n'est pas, comment on appelle, on n'a rien à les donner comme explication par rapport à nos acquis. Même les Nations Unies, on sent... Bon, on ne va pas aller juger les gros mots. Allez-y. Non, on s'en balance les couilles, si on peut se le dire. Le Mali n'a rien à foutre par rapport aux décisions, aux injonctions aujourd'hui de la communauté internationale. Oui, mais comment vous pouvez comprendre ça et qu'après, on est les premiers à aller porter plainte? C'est toujours parce que, comme je l'ai dit, ça veut dire que sur ce sujet, on est sur un aspect local, à l'interne. On est sur une politique interne du pays. Mais on envoie des signaux quand même. Je suis d'accord. Non, on est d'accord là-dessus. Okay. Qu'aux yeux de la communauté internationale, aux yeux de l'Occident, aux yeux de beaucoup de pays, même de l'Afrique, de beaucoup de pays, les signaux que nous lançons par ces décisions ne sont pas des décisions qui sont à encourager. Ils se diront que peut-être que nous sommes en train d'aller vers quelque chose dont nous pensons qu'il était révolu depuis très longtemps. Mais qu'à cela ne tienne, aux yeux des autorités, la lecture que les autorités se font pratiquement de la communauté nationale, c'est qu'elle n'a rien à cirer. Les autorités n'ont rien à cirer de ce que la communauté nationale a comme regard vis-à-vis des politiques que nous prenons ici sur le plan local. Si tu es avec nous, on est ensemble. Si tu n'es pas avec nous, on s'en fout de toi. Je crois que c'est pratiquement ce qui est dit depuis un certain moment. Et d'ailleurs, lors de nos sorties au niveau des tribunes des Nations Unies, le message est clair. Hein. Ça est eux pour eux, dents pour dents. C'est ça, aujourd'hui, la politique. Donc, pour les autorités, ils sont en train de gérer une question à l'interne qui va vers la quiétude de la population et qui va vers, comment on appelle, empêcher un affrontement entre différents clans, parce qu'il y a les partis politiques aujourd'hui, ou une partie des partis politiques qui veulent le retour à la démocratie, le retour au pluralisme politique, et aller vers des élections. Il y a un autre parti politique, même si ils n'ont pas de poids politique, il faut aussi le dire, s'accommode à rester toujours de la transition pour dire qu'ils sont des hommes politiques. Et il s'agit de quel parti? Mais il y en a plusieurs. Vous avez en tête qui, là, tout de suite? Non, mais attends, on sait au CNT que les partis des FOMBA, des NUMSA... Mais ils sont très minoritaires par rapport à... C'est des partis politiques. Non, c'est ce que j'ai dit, même si. J'ai dit même si, ils ne pèsent pas lourd, ils n'ont pas de poids sur l'échiquier politique national. Pour eux, ils sont avec le pouvoir en place. Mais c'est aussi des partis politiques qui ont leur récépissé, qu'il faut aussi reconnaître. Donc, à ce niveau, je crois que l'État joue en faveur de ses intérêts aujourd'hui. Maintenant, comme je l'ai dit, ce qui va se passer demain, c'est ce qui est le plus important. En tout cas, moi, j'ai l'habitude de le dire, je le dis depuis un certain jour, que tout ce qui est en train de passer au Mali a déjà été réalisé au Mali. C'est comme si on fait un replay. On se rappelle lors des événements, comme on appelle du M5 RFP. Ces marches, ces contre-marches, ces empêchements, ces menaces. Je me rappelle qu'une fois où l'M5 voulait sortir, les jeunes de Bagadadji ou vers Chouala-Bayaya avaient menacé, des gros bras avaient menacé les manifestants de sortir, que s'ils sortent, ils seront violentés. On se rappelle de tout cela. Donc, tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, c'est un replay. Mais justement, est-ce que ce n'est pas ça la bombe à retardement? Voilà, c'est un replay, malheureusement. Et en deuxième question, est-ce que j'ai envie vraiment de vous demander, est-ce que ce n'est pas une histoire de déplacer le problème? Ça résout réellement les problèmes de suspendre les activités politiques et tout. C'est juste un recul des activités. C'est déplacer le problème. Exactement, c'est ça qu'on a dit. Au départ de cette transition, je crois que même certains l'ont dit, au départ de cette transition, on avait comme problème principal la France. Ensuite, on a eu comme la France et ses activités au Mali. On a eu, après la France, on a dit, on s'est dépragé de la France, tout va rentrer dans l'ordre. On a dit, non, c'est pas encore fini, l'amunissement est là. Après l'amunissement, ils ont dit, non, c'est pas encore fini, la CEDEAO est là. On a fini avec la CEDEAO, ils ont dit, non, c'est pas encore fini. Donc, on est à l'interne maintenant. On est entre Fadjou Ndjougou et Fadjou Nyouma. Donc, Fadjou Ndjougou, Fadjou Nyouma, ils disent non, la charte des partis politiques et la démocratie sont les problèmes. La démocratie et les partis politiques sont les problèmes du Mali. Donc, depuis 2021, 4 années perdues dans pointer du doigt aux autres. Et on ne se demande pas, est-ce que la direction qu'on prend, est-ce que les décisions qu'on prend sont des décisions bonnes ou mauvaises? On ne fait pas pour l'ensemble du pays. Pour l'ensemble du pays, c'est ça que j'ai dit. On ne fait pas, les autorités ne font pas un regard rétrospectif pour dire est-ce que ces décisions qu'on a prises là
nous ont apporté quelque chose. Le départ de la France, qu'est-ce que ça a changé dans notre pays? Oui, la Russie est là. Qu'est-ce que ça a changé en termes de sécurité, en termes de développement, en termes de ce que vous dites? Parce qu'il faut avoir aussi un pays, aussi, c'est le poids diplomatique à l'international. Est-ce qu'aujourd'hui, en quittant ces instances, la CEDEAO, le G5 Sahel, tout dernièrement avec l'Algérie, le COMOC, le CEMOC, tout ça, en faisant tout ça là, est-ce que la francophonie, tout dernièrement, en sortant de tout ça, est-ce que le Mali s'est agrandi ou bien c'est l'effet contraire qui s'est produit? Donc, si tout ça, on ne fait pas d'une révision, d'une sorte de calcul des dividendes. Quels sont les dividendes qu'on a reçus de tout ça? Mais on s'enfonce à dire non, mon problème c'est Fadima. Après Fadima, non, c'est un enfant de Fadima, c'est l'autre enfant de Fadima. Est-ce que ça résout les problèmes, comme vous l'avez dit? Ça ne résout pas les problèmes. Les problèmes resteront toujours. Le problème du Mali, c'est quoi? La bonne gouvernance. Le problème du Mali, c'est quoi? La corruption. Le problème du Mali, c'est quoi? C'est la redistribution de la justice. Il faut que... Le problème du Mali, c'est quoi? Le népotisme. Le problème du Mali, c'est quoi? C'est le favoritisme. Le problème du Mali, c'est quoi? C'est le non-respect des textes et des lois du pays. Donc ça, c'est pas un Français qui va venir respecter ça. Ça, c'est pas un petit Allemand qui va venir respecter ça à la place des Maliens. Ça, c'est pas un Américain qui va venir faire à la place du Malien. Et ça commence depuis la présidence jusqu'au dernier, à la dernière structure de l'État, jusqu'au dernier citoyen qui vient d'être né ici sur le sol malien. Donc, tant qu'il n'y a pas ces habitudes qui changent, on n'a jamais, le Malien n'a jamais voulu changer. Le Malien veut le changement, mais il ne veut jamais changer. Regardez dans la circulation. On a le Malien typique que tu vois dans la circulation. Voyez, donc en fait, exactement. Vous pensez que cette transition ne va pas réellement en face des vrais problèmes. Exactement. On fait un divertissement. Exactement. Si on nous prononce des changements. Ça n'a pas commencé avec la transition. Ibeka, en 2014, il avait décrété année zéro corruption. On a fini 2014 comme l'année la plus corrompue, peut-être de l'histoire du Mali. Avec la loi programmation militaire et tout ce qu'on connaît avec après. L'achat de l'avion présidentiel, tout ce qu'on connaît après. Donc, tant qu'on ne change pas le citoyen malien et qu'il n'arrive pas à le faire d'abord, d'ailleurs, parce que quand on est dedans, on dit, comme je dis, c'est toujours l'autre. Aujourd'hui, on regarde toutes les affaires jugées dans les tribunaux maliens. C'est les affaires soit de Amadou Toumani Touré, de Alpha, ou de Ibrahim Boubacar Keïta. Alors que depuis 2021, tous les rapports, que ce soit de Leclerc ou du bureau de vérificateur général, on sait quand même qu'il y a beaucoup d'irrégularités qui sont là. Oui, on a quand même, on peut nous dire, oui, est-ce que il y a beaucoup de communes qui ont été, beaucoup de conseils communaux ont été dissous? Oui, on l'a fait. Mais qu'est-ce que ça a rapporté aux Maliens? Qu'est-ce que ça a résolu comme problème, apporté comme solution au problème malien? Donc, le problème malien, c'est les Maliens. Il faut qu'on accuse de dire le nombre de partis politiques, c'est le problème malien. La démocratie, qu'on sorte de dire la démocratie, c'est le problème malien. Ce ne sont pas des problèmes maliens. Le problème malien, c'est le Malien lui-même. Et les autorités sont les premières à respecter, à montrer, à être le modèle. Tant qu'ils ne montrent pas la voie, et ces problèmes-là vont persister. Merci beaucoup, Soulo. Par rapport aux partis politiques, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, ces réformes politiques, ces démarches politiques, la classe politique a quand même été très sans miettes, on va dire très, très divisée. Mais est-ce que vous pensez que cette fois-ci, ça va être l'ultime réveil et l'ultime conciliation de la classe politique? Parce que quelque part, il faut le dire, si cette transition se permet aujourd'hui d'avoir ces genres d'initiatives et d'attitudes même, c'est parce que, quelque part, la classe politique aussi, elle n'a pas été très forte à pouvoir s'imposer, à pouvoir donner réellement des gages de certaine crédibilité. Aïdara. Vous savez, encore si on fait les parallèles,
on se rappelle que l'histoire ne nous enseigne même pas. L'histoire ne nous enseigne pas parce que je fais le parallèle entre la présidence d'Ibeka et la transition qu'on est en train de vivre. Ibeka, à son arrivée au pouvoir, n'était pas le parti le mieux représenté sur l'échiquier national. Parce que la présidence, comme on le sait, c'était un vote populaire. On peut être président par rapport à votre charisme, mais sans pour autant que vous soyez bien représenté. Et après son élection, il y a eu énormément de cadres qui sont venus d'ailleurs pour se former un bulle autour d'Ibeka. Et pendant les 3-4 premières années, il était difficile de pouvoir hausser la voix pour critiquer la gestion d'Ibeka, malgré le fait que cela est ressorti l'année de la corruption. On était devenus tous des applaudimètres. Tout ce qu'Ibeka faisait, c'était bien, parce qu'on se rappelle de son passé. On se rappelait de son passé, nous pensions que c'était le présent qu'il fallait. Mais sauf qu'à partir de la 4e année, et surtout de la révision constitutionnelle qu'il voulait amorcer, jusqu'à son élection controversée pour son 2e mandat, nous avons vu que les choses ont commencé à mal se passer. Et malheureusement, on est tombé dans une transition par la suite. Au lieu qu'on se rappelle qu'il fallait laisser l'autre, c'est-à-dire ceux qui viennent d'arriver, qui montrent la preuve de leur bonne foi, qui montrent la preuve de ce qu'ils savent faire pour le Mali, non, on a commencé encore à applaudir. Parce que comme je l'ai dit encore, ils sont venus de nulle part, comme Ibeka. Et on a commencé encore à applaudir. Des partis politiques ont commencé à pouvoir chercher à former toujours encore des bulles autour de ces militaires qui viennent encore d'arriver. Et comme ça a été dit, pendant les 3 premières années, tout baignait. Les critiques étaient pratiquement interdites. Celui qui osait dire quelque chose ont été considérés, ça a été dit, par un apatride, quelqu'un qui n'aime pas le pays, qui est contre le pays, ainsi de suite. Et aujourd'hui, il y a une autre phase qui est en train de s'amorcer. Et la question qui se pose, comme tu l'as si bien dit, est-ce que les partis politiques peuvent arriver à pouvoir former une union autour? Ça n'a jamais été possible, hein, il faut le dire. Dans l'histoire du Mali, ça n'a jamais été possible. On se rappelle de la marche UDPM, ce qui était contre Moussa Traoré, et la contre-marche organisée par l'UDPM, c'était aussi des partis politiques. Je viens de rappeler l'histoire pratiquement de Ibeka. Ouagabla, Boitabla. Voilà, ça a toujours existé. Et c'est toujours des partis politiques qui sont divisés. Et très généralement, vous allez vous rendre compte que ceux qui n'ont pas souvent la chance de pouvoir avoir un électorat, de pouvoir avoir un mandat sur la base d'une élection, ceux-ci se confortent dans le fait de soutenir le prince du jour. Et c'est ce qui pose un problème. Et forcément, pour des questions d'intérêt, les gens sont souvent prêts à pouvoir vendre souvent leur âme au diable. Maintenant, on est dans quoi? On est dans 2 catégories, c'est-à-dire ceux qui sont avec le pouvoir, et ceux qui sont aujourd'hui dans une posture plus ou moins une opposition qui ne dit pas son nom. Parce que même, comme on appelle les partis politiques aujourd'hui, qui sont ou qui amènent, qui demandent à aller dans la rue, vous les posez la question et vous diront qu'ils ne sont pas contre la transition parce qu'une transition par vocation, c'est un mandat court, on n'est pas appelé à rester trop longtemps et ce n'est pas un parti politique dont il faudra s'opposer. Mais sauf qu'il faudra les aider à aller vers la fin de leur mandat. Voilà un peu la question qui se pose. Mais bon, c'est une opposition plus ou moins qu'on va dire. Maintenant, l'union, elle est très difficile parce que les intérêts ne sont pas les mêmes et ne seront jamais les mêmes. Quelqu'un qui est déjà là dans l'exécutif ne peut pas avoir les mêmes intérêts que quelqu'un qui était là. Et d'ailleurs, pour preuve, comme je l'ai dit, cette décision d'interdiction des activités politiques, ce n'est pas une première. La première fois où ça avait été décrété, très peu de partis politiques avaient haussé la voix pour dénoncer. Parce qu'à l'époque, certains étaient avec le pouvoir en place, mais aujourd'hui qui ne le sont plus. Et qui vont, à partir de ce moment, prendre une autre posture de question d'intérêt. Donc voilà, c'est difficile cette union parce que les gens n'ont pas les mêmes intérêts par rapport à la décision prise, malheureusement. Vous pensez aussi que ce n'est pas un réveil, l'ultime réveil pour une fois? Je ne crois pas, mais quand même, ça a quand même donné un coup de fouet aux partis politiques de se sentir un peu vivants parce que quand même depuis, vous l'avez dit, depuis 2021 on les sentait vivre leur mort amorphe. C'était le ressenti qu'on avait parce que le climat n'aidant pas, parce que comme je disais tantôt, on a mis dans la tête de tous les Maliens que les hommes politiques qui ont mis ces pays à terre. Donc ils ont comme on dit, on les a
jeté tous les péchés d'Israël. Donc, ils n'avaient pas l'occasion de se manifester. Et maintenant qu'ils ont eu cette bouffée d'oxygène-là, en quelque sorte, donc, parce que leur tentative de meeting au Palais de la Culture a montré que les gens sont sortis, parce que c'est ça aussi le danger, parce que le général Diao l'avait dit à son temps, qu'il y a 3-4 années, il avait dit le seul ennemi de la transition, c'est le temps. Et dans le temps, avec le temps, les gens qui perdent leur emploi, qui n'arrivent pas à avoir de l'emploi, avec le départ des ONG, avec tout ce qui se passe et tout, avec la crise énergétique qui a mis beaucoup de gens au chômage, Ibeka était tombé dans ce piège-là. Et même la taxation. Exactement, même la taxation et tout ça. Ibeka était tombé dans le même piège, parce qu'avec la question de déguerpissement opérée par Amikan et tout, quand les partis politiques ont appelé, ces rangs-là qui étaient là, étaient frustrés, qui ont grossi le rang de M5. Aujourd'hui, on a vu que le petit appel des partis politiques, on a vu, il y a eu des gens qui sont sortis de nulle part pour venir. Ils n'ont même pas, quand on leur demande pourquoi ils sortent, ils vont dire que parce que j'ai perdu mon emploi. Ils n'ont même pas des raisons politiques. Ils ont des raisons sociales, des raisons économiques. Donc, il ne faut pas que cela continue de grossir. Donc, pour ne pas le faire, à part ça, les partis politiques, comme Bassoro l'a dit, je ne crois pas qu'ils ont cet intérêt de s'unir, parce que beaucoup sont avec la transition. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux appellent à la violence, à la haine. On interpelle la justice sur ces gens-là, parce que si c'était de l'autre côté, on sait que ça allait être... Donc, on veut... C'est pourquoi j'ai dit, le problème du Mali, il y a tout cela dedans. Il faut que les Maliens se sentent que ce soit au niveau de la gouvernance, au niveau de la corruption, de la justice, des actions sociales, tout se passe entre les Maliens dans l'égalité et dans la légalité. Et ça va passer. Mais les hommes politiques, la politique, moi je ne les revois pas unir pour lutter, mais quand même ils vont se battre pour le seul point commun aujourd'hui, comme avec le temps de M5, c'est qu'ils se battent pour leur survie. Donc peut-être que cette raison peut les amener à combattre un tant soit peu pour être ensemble. Il y a certains analystes aussi qui quand même disent dans leurs analyses comme quoi cette transition n'a plus de bouclier politique. Et le bouclier politique qui était vraiment avec un charisme qui se dégageait, c'était le docteur Choguel Kokala Maïga. Et aujourd'hui, Abdoulaye Maïga n'arrive pas peut-être à porter le même manteau que Dr Choguel Kokala Maïga. Parce qu'il y a des analystes qui avaient donné ça comme prévision. Comme quoi Choguel bougeait, c'est sûr que cette transition, dans les mois à venir, ils auront du mal à le faire parce que le bouclier politique est parti. Vous êtes aussi d'avis? En tout cas, ils sont en train de ramasser les pots cassés de Choguel. C'est Choguel qui leur a mis dans ce pétrin-là, entre guillemets, excusez-moi du terme. Parce qu'il a divisé les Maliens, il a divisé les hommes politiques, il a divisé tout le monde. Et aujourd'hui, son après là est très difficile à gérer pour Abdoulaye Maïga, le général Abdoulaye Maïga, qu'on pensait, parce que après sa nomination, il avait quand même réinstauré le cadre de concertation entre l'administration territoriale et la classe politique. On pensait que la classe politique avait beaucoup plus confiance en lui qu'en Choguel, mais on voit que c'est le contrôle qui se produit. Vous savez, ce qui est dit est pratiquement correct, parce qu'on se rappelle que même le M5 RFP fracturé, il y avait des partis politiques qui étaient en son sein et qui pouvaient aussi apporter la voix en termes de débat d'idées, en termes de critique, en termes de projets. Mais du fait que cet aspect politique, parce que quand on regarde pratiquement le gouvernement actuel, on ne sent pas la main de politique dedans. Et du fait qu'on ne sent pas la main, ça fragilise plus ou moins l'État ou le pouvoir actuel face aux partis politiques, parce qu'il n'y a personne qui va apporter la contradiction vis-à-vis ou en face des partis politiques. Et cette contradiction que Choguel apportait, il avait cette chance de connaître la vie politique au Mali, de connaître les partis politiques, de connaître les politiques, malheureusement. Et si je vais encore toujours dans mes parallèles, on se rappelle de la primature qui était occupée à l'époque par Boubou.
et que Boubou, malgré le fait qu'il était Premier ministre, il occupait un ministère, comme on appelle régalien, qui était le ministère des Finances, qui est énorme en termes de gestion. Aujourd'hui, si on peut se dire que ce qui est difficile pour l'actuel Premier ministre dans sa gestion, c'est de pouvoir jouer et sur l'administration territoriale et sur la primature. À la composition du gouvernement, beaucoup d'analystes s'étaient interrogés si les deux fonctions étaient plus ou moins gérables. On se disait non, il y avait un ministre délégué, mais un ministre délégué n'est pas un ministre en plein temps. Donc voilà, et du moment que quelqu'un qui est en charge de porter votre voix, parce que l'administration territoriale, c'est vrai que c'est les partis politiques, il y a d'autres facteurs, mais il est surtout l'interface entre le pouvoir et les partis politiques. Maintenant, si lui est occupé à faire d'autres fonctions qui sont liées à sa fonction de Premier ministre, forcément la distance peut se créer entre les deux instances. Et quand il n'y a pas de dialogue, la méfiance s'installe. Et quand la méfiance s'installe, bonjour plus ou moins aux dégâts. Donc aujourd'hui, il n'est pas encore trop tard. Parce que ce que je suis en train de voir là ne m'inspire pas confiance. Moi, j'aurais voulu du pouvoir de tendre la main à cette opposition, de pouvoir l'inviter au dialogue. Parce que avant que l'opposition ne se radicalise, il est toujours important de vouloir aller vers le dialogue. Mais si cela n'est pas fait, quand on est en train d'aller vers des contre-manifestations, des menaces par rapport à ceux qui veulent, comment on appelle, demander leurs droits, parce que la manifestation, c'est un droit reconnu par la Constitution. Vouloir demander cela et que d'autres veulent s'opposer à cela. Donc, ça radicalise les positions. Et comme ça a été dit par Solo, aujourd'hui, la frustration n'est pas que politique. Les politiques sont en train de profiter d'un terreau fertile pour eux. Il y a eu énormément de gens qui ont perdu leur emploi. La crise énergétique a fait que beaucoup de gens ont aussi perdu leur économie dans plusieurs choses. Il y a aussi le fait que l'économie même du pays ne porte pas. Quand l'économie ne porte pas, il y a le désespoir qui s'installe. Et quand le désespoir s'installe pour un chef de famille, il n'y a plus de solution. Lui, il est dans des rêves, au fait, dans un mirage, et il est prêt à pouvoir s'associer à tout le monde. L'essentiel, c'est qu'on lui promette que demain sera meilleur. Merci beaucoup, monsieur. En tout cas, c'est un sujet assez intéressant pour nous, en tout cas sur ce plateau et pour tous les Maliens d'ailleurs. On va essayer de regarder ça de très très près. Donc ça, ce dossier, c'est affaire à suivre. On va sans plus tarder prendre notre deuxième dossier. Il s'agit, voilà, on a vu cette communication du 28 avril dernier, notamment des ministres des Affaires étrangères de l'AES à Rabat, au Maroc, rencontrer le roi chérifien du Maroc. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Oui, comme vous l'avez dit, dans la semaine du 28, les trois ministres des Affaires étrangères, il faut le rappeler ici à nos téléspectateurs que le volet diplomatique, c'est quand même l'un des volets plus actifs aujourd'hui dans la Confédération. Donc, ils cherchent, les trois ministres des Affaires étrangères cherchent par tous les moyens d'avoir des alliés. Et aujourd'hui, l'Algérie, le Niger, il n'y a pas assez de bruit, mais le Mali, l'Algérie, on sait comment les deux pays, les relations entre les deux pays se portent. On sait qu'elles se portent très 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 mal. Parce qu'on a même frôlé à un petit conflit de voisins. Confrontation des voisins, que Dieu nous a préservé de cela. Et aujourd'hui, quand le Mali dirige une délégation, parce que c'est le Mali qui dirige la Confédération, une délégation de l'AES pour l'amener à Rabat au détriment d'Alger, c'est quand même un signal fort à l'endroit de l'Algérie pour leur dire que parce qu'il ne faut pas oublier dans la géopolitique que l'Algérie et le Maroc, c'est quand même deux pays voisins, mais deux pays... Ils sont actuellement en forte crise. Des pays, c'est pas actuellement, c'est deux pays entre guillemets ennemis dans la région maghrébine. Donc, ils ne s'entendent pas. Et quand tout ce que le Mali fait au niveau de l'Algérie ou tout ce que le Mali fait au niveau du Maroc, l'un de l'autre regarde au loup. Donc, ce n'est pas anodin, c'est un message envoyé à l'Algérie pour leur dire qu'on a une alternative. Si vous voulez nous accompagner ou être avec nous, on est prêt. Mais si vous ne le voulez pas, tant pis, nous, on a
d'autres voies qui peuvent nous accompagner dans notre recherche de sécurité ou de développement, parce que j'en parlais quand même les trois volets qui aujourd'hui qui importent dans l'AES, le volet développement, économie et la défense et la diplomatie. Donc ces volets ont été évoqués avec, surtout j'ai pu rencontrer le roi qui les a reçus, qui a aimé, apprécié, j'allais dire, la rencontre avec l'AES. Donc, c'est une manière pour l'AES, en quelque sorte, de s'émanciper et de commencer à initier son envol, à entamer son envol, son indépendance vis-à-vis de la CEDEAO, vis-à-vis démontrer, surtout c'est aussi un message à la CEDEAO, parce que le Maroc quand même veut adhérer à la CEDEAO, son dossier est au niveau de la CEDEAO, et aujourd'hui l'AES aussi, qui veut se concurrencer avec la CEDEAO, cherche aussi des partenaires qui peuvent intégrer cette organisation. Le Togo a manifesté son intérêt. On lorgne un peu la Guinée-Bissau avec les relations entre Guinée-Bissau et la CEDEAO. On a vu que les dernières missions de la CEDEAO dans le pays ont été éconduites par Mbalo Sissoko. Et le Tchad aussi, on lorgne ces pays. Donc, si le Maroc aujourd'hui dit moi, votre organisation m'intéresse, c'est un poids diplomatique, c'est une victoire en quelque sorte diplomatique. Donc, c'est une rencontre à Rabat qui a quand même tout son sens, qui sont aussi des messages à envoyer, que ce soit au niveau sous-régional ici, Afrique de l'Ouest, CEDEAO, mais aussi au niveau maghrébin, Alger, qui est quand même un pays très important parce qu'on partage quand même plus de 1000 km de frontières, que ce soit avec le Mali ou avec le Niger. Donc, pour dire, parce que le Maroc, je crois, même a entamé à construire un port sec pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment pour le Mali aussi est concerné. La dernière fois, je voyais ça dans un élément. Donc, le Maroc fait tout pour attirer l'AES. L'AES aussi va faire tout pour attirer, pour avoir la protection ou l'accompagnement du Maroc vis-à-vis de l'Algérie. Pour moi, à mon avis, c'est quand même l'objet d'aller à Rabat, parce qu'on est toujours en tension. La tension ne s'est pas baissée entre le Mali et l'Algérie. Donc, en ce moment de tension, si le Mali décide d'aller vers le Maroc, c'est un signal fort envoyé à l'Algérie. C'est un enjeu géopolitique et géostratégique dans la zone. On avait vu en novembre 2023, voilà, le Maroc a lancé une initiative de projet, notamment l'initiative royale pour l'Atlantique. Ça veut dire que c'est ouvrir un port, l'accès à la mer, à l'AES, les pays de l'AES. Mais est-ce que cette coopération qui sont sur trois volets, comme vous venez de le dire, diplomatique, développement et défense et sécurité, est-ce que ce sera une mince affaire? Vous savez, en tout cas, depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la politique internationale, à la politique locale, j'ai jamais vu le Mali marcher avec les deux pays ensemble, l'Algérie et le Maroc. Quand ça va avec l'Algérie, vous allez trouver qu'il y a un froid avec le Maroc, et vice-versa. Et on se rappelle que depuis un certain moment, avec l'Algérie, ça ne passe du tout pas entre le Mali et l'Algérie. Et la dernière tension a un peu fait monter l'adrénaline à un certain niveau. Parce que ce n'est même plus que le Mali, c'est même les trois pays. Parce qu'aujourd'hui, les trois pays ont décidé de rappeler leur ambassadeur pour consultation. Je ne me rappelle pas qu'on est revenu sur cette décision. Exactement. Voilà, donc et le Mali, et le Burkina, et le Niger, tous ceux-ci ont rappelé leur ambassadeur. Et l'Algérie a fait la même chose. Donc aujourd'hui, on peut dire que sur le plan diplomatique, il y a un froid qui existe entre l'Algérie et les pays de l'AES. Au même moment, le Maroc est toujours un pays qui est là, qui avait déjà proposé, comme tu l'avais dit, à l'AES, parce que ce n'était pas que le Mali, mais à l'AES, de pouvoir avoir un débouché sur la mer à travers le Méditerranée. Donc c'était un projet qui était là. Et ce projet, je crois que l'initiative, c'est de pouvoir aller au-delà de cela. Parce que nous savons tous que sur le plan international, la voix du Maroc porte.
Et quand on a un conflit avec un voisin comme l'Algérie, sur le plan international, si tu peux trouver quelqu'un dans la sous-région, je crois que c'est toujours intéressant de pouvoir s'allier avec le Maroc. Parce qu'à l'international, quand on regarde le Maroc, tout ce qu'ils sont en train de faire, de ramener vers chez eux, on sait que sur le plan diplomatique, ils sont très forts, comment on appelle, dans le relationnel. Ce qui nous manque un peu plus sur ce plan. Maintenant, ce n'est pas que le Maroc, on est lorgné par beaucoup de pays, la Guinée, le Togo, plus ou moins même la Côte d'Ivoire. Mais à ce niveau-ci, ce qui est intéressant, c'est peut-être le poids des opérateurs économiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui font vivre nos pays. Quand on regarde la distance qui nous sépare du Maroc et le port avec la Côte d'Ivoire, le Bénin ou la Guinée, le Sénégal plus ou moins. Donc souvent, le choix à ce niveau est plus ou moins bien fait. Parce que, vite fait, parce qu'on n'a même pas de frontières directes avec le Maroc. Aucun de ces trois pays n'a une frontière directe avec le Maroc. Ça n'existe pas. Il faut soit passer par l'Algérie, et aujourd'hui on est en frère avec l'Algérie, ou passer par la Mauritanie. Voilà. Et la Mauritanie, c'est pour venir vers le Mali, le Niger, ainsi de suite. Donc ça rend plus ou moins, comme on appelle, le trajet un peu plus long. Et plus le trajet est long, plus le coût, c'est un peu coûteux. Mais bon, c'est l'État qui sait, comme on dit souvent, il sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi il le fait. Et je pense qu'au-delà de ce port économique, il y a un aspect économique, il y a un aspect politique qui est derrière, comme je le dis. D'autant plus que tout récemment, par rapport à la crise sécuritaire qu'on a avec l'Algérie, par rapport à cette histoire de drone, le Mali a porté plainte au niveau des Nations Unies. Et un pays comme le Maroc peut effectivement aider à pouvoir porter la voix de l'AES à ce niveau-là. Donc je me dis que l'objectif, c'est de pouvoir aussi continuer à diversifier nos partenaires. Et là où on peut trouver un ami, pourquoi ne pas aller chercher cet ami là-bas? D'autant plus que, comme on dit souvent, l'ami de mon ami, c'est mon ami, mais l'ami de mon ennemi, voilà. Est-ce qu'on peut qualifier cette coopération d'équitable? On peut la qualifier d'équitable? C'est difficile, hein, difficile en termes de poids économique. Hein, qui connaît aujourd'hui le Maroc, même sur le plan des marchés. Nous voyons qu'ici, sur le plan local, nous voyons des oignons, des oranges, beaucoup de produits marocains qui sont déversés sur nos marchés. Mais est-ce que l'inverse se produit? Non, je ne pense pas. Nous, on n'a pas encore atteint une certaine capacité de production pour pouvoir exporter nos produits. Bon, ce qu'on peut peut-être imaginer, c'est peut-être par rapport au bétail. Parce que vous savez que comment on appelle la fête, cheptel, oui, le bétail. Parce que cette année, le Maroc m'a décrété une année comme on appelle Tabaski, sans mouton, parce qu'il y a une crise à ce niveau. Mais sur le plan économique, il n'y a pas match entre nous les deux. Maintenant, nous sommes toujours un marché, parce que quand vous ne produisez pas, les autres viennent déverser sur votre marché ce qu'eux, ils produisent. Donc, ça veut dire dans ce cas que le Maroc a plus à gagner que nous, nos pays de forcément. Déjà, ils ont des banques ici. Forcément, ils sont actionnaires dans beaucoup de nos banques. C'est ça. Et comme je l'ai dit, ce que nous cherchons à ce niveau, c'est avoir peut-être le soutien politique, comme on appelle, du Maroc, pour faire bouger plus ou moins. Parce que c'est une jeune alliance qu'on vient de créer, l'AES. Donc, on a besoin que la voix soit portée. Voilà, que la voix soit portée, que nous arrivions à créer l'assurance auprès des partenaires à l'international. Donc, si le Maroc peut être un facilitateur pour X ou Y de ces missions, pourquoi s'en priver? Voilà, je pense. Oui. Est-ce que vous pensez là aussi, il faut aller avec... il faut savoir dans quelle position nous sommes partis. Est-ce que les trois pays sont partis en position de force ou en position de faiblesse? Si nous partons à Rabat avec beaucoup de doléances, il est quand même possible que nous sommes en position de faiblesse. Parce que si on dit, on veut que vous nous aidez à avoir ça, vous nous aidez, donc le gars d'en face va dire, c'est possible qu'il se prend pour un roi. C'est un roi. C'est déjà un roi. C'est déjà un roi. Il faut pas aussi... Et le marché malien, le Mali, le Burkina, le Niger, c'est un grand marché, très grand marché, que tous les pays se convoitiraient en quelque sorte de l'avoir. Si le Maroc, on lui donne l'assurance que si vous nous aidez dans ça, on vous offre le marché de l'AES, que ce soit, comme vous l'avez dit, en fruits ou en d'autres produits. C'est un grand marché pour le royaume. Donc, du coup, il faut déjà savoir dans quelle position nous sommes allés, et est-ce qu'on est allé en tant que commandeur, en tant que... Est-ce que c'est pas pour autant
plutôt le Maroc qui est en train de se positionner dans le Sahel. Ouais, mais Parce c'est le que Maroc moi, qui devait c'est le venir. Si regard... c'était ça, c'est le Maroc qui devait venir en visite au Mali et rencontrer le président de la Même transition. pas ça, parce que le Maroc quand même a eu une stratégie. Cette stratégie du 6 novembre 2023 où elle offre la possibilité au pays du Sahel en disant est-ce que c'est pas une courtise? C'est une courtise, c'est sûr. Et le Maroc, dans sa stratégie, il faut voir sa stratégie politique, diplomatique, géopolitique, géostratégique. C'est ce que j'ai dit tout à C'est une l'heure. pénétration davantage en Afrique. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ils ont Par des exemple, banques C'est ça, c'est ça. implantées Oui, ils tellement ont loin. banques, ils sont dans la Donc, ça veut téléphonie. dire que nous, en gros, est-ce que nous, on a... Ils sont dans Peut-être les que c'est assurances. maintenant que les pays de l'AES doivent pouvoir avoir une bonne réflexion et vraiment avoir sur quoi la collaboration Parce que va quand vous se demandez effectuer. si est-ce qu'on est dans un truc d'égal à égal, c'est ça, sur ça je me suis prononcé, parce que je me dis, si nous voulons une relation d'égal à égal, par exemple pour le cas de la Russie, on a vu que oui, nos affaires étrangères, les ministres des affaires étrangères du Mali, du Niger, du Burkina sont déplacés, mais celui aussi de la Russie s'est déplacé, il est venu rencontrer nos autorités ici à Bamako et à Niamey, à Ouaga. Donc, si on veut une relation d'égal à égal avec le Maroc, il va de soi que quand on part à Rabat, qu'on n'ait pas tête baissée, c'est ça que je dis, qu'on n'ait pas avec beaucoup de doléances, qu'on ait quand même avec soit c'est vrai avec des demandes, mais aussi avec des offres. Donc voilà ce que on vous offre et voilà ce que nous on sait avoir de vous. Si on part, parce que c'est pourquoi je dis, il faut savoir sur quelle base nos ministres sont partis et c'est sur quoi ils sont beaucoup penchés pour convaincre le roi chérifien de nous accompagner ou d'être notre partenaire dans la région. Parce que n'oubliez pas quand même aussi que le Maghreb, c'est une région composée de l'Algérie, Maroc, Tunisie, Libye, tout ça, Mauritanie, tout ça. Donc il faut savoir tout ça. C'est pourquoi je dis, parler de l'égal à égal, il faut peut-être attendre voir comment les dividendes, est-ce que seulement comme Bassero l'a dit, parce qu'il faut savoir que pour quitter Mali, pour convaincre nos opérateurs économiques, c'est pas l'État, nos opérateurs économiques de laisser Dakar, de laisser Abidjan pour aller jusqu'à au port de l'Atlantique, de Tanger et Dakhla. Voilà, ils sont à l'Atlantique, à l'océan Atlantique. Ça va être très compliqué, mais il faut avoir peut-être des facilités considérables pour que mais il n'y a pas d'infrastructure, ça quand même c'est connu. Il n'y a pas d'infrastructure. Voilà, c'est ça en fait. On n'aura pas le temps de pouvoir développer cet aspect-là, mais c'est vrai qu'ouvrir c'est comme en son temps. La Guinée avait fait la même chose, mais les opérateurs économiques, ils avaient voulu emprunter le chemin. Non, ils ont voulu emprunter le chemin, mais il était arrivé un moment avec l'hiver, tout la route n'était pas trop praticable. Donc, c'était pendant l'embargo. Donc, ils ont décidé de revenir sur leur part. Voilà. Merci beaucoup pour cette parenthèse par rapport à ce sujet. Voilà, on va dire ce décryptage même, pardon. On a un dernier sujet. Il s'agit d'un sujet régional. Le Togo qui passe en 5e République avec un régime parlementaire. Sous l'eau, je vois que vous souriez un petit peu. Le 3 mai dernier, on a vu Faure Gnassingbé prêter serment en qualité de président du Conseil des ministres. Sous l'eau. Voilà ce beau pays qui nous fascine, qui nous sert des leçons politiques, des leçons générationnelles. Il faut être fort pour être fort à Lomé, au Togo, parce que le gars, il a su garder le ballon, comme l'a dit notre actuel Premier ministre. Il a su dribbler tout le monde, même la communauté internationale, même la CEDEAO, même l'AES, tout le monde quoi. Il a dribblé tout le monde, il a gardé le ballon. C'est quand même très très inédit ce qui s'est passé. C'est un modèle à l'Allemagne, mais sauf que est-ce que à l'Allemagne, parce que son conseil des ministres, être président du conseil des ministres, c'est illimité. Donc, est-ce que là aussi, il ne sera pas indéboulonnable là-bas, parce qu'il concentre quand même tous les pouvoirs, l'essentiel de tous les pouvoirs de l'exécutif entre ses mains. J'ai été très très émerveillé
Et j'aimerais faire quand même un tour là-bas. Et il a su placer à la tête du pays, on a dit, hein, c'est un titre très honorifique comme à l'Allemagne, comme à l'Italie. Le président de 86 ans, qui ne peut même peut-être pas très bien marcher, parce qu'on l'a vu avec sa béquille marcher. Donc, c'est quand même assuré. On a du mal à vous suivre. Vous êtes au Togo ou bien vous êtes en Allemagne? Parce que là, je sais. Je suis en train de chercher le modèle en fait. Le modèle togolais. C'est quel genre de démocratie on est en train de vivre au Togo. C'est pourquoi je dis que c'est une leçon. Est-ce que c'est une démocratie encore à ce niveau? Aïdara, oui, assez sur ce sujet. Et le paradoxe dans tout ça, c'est que le président qui vient d'être désigné a un seul mandat non renouvelable. Un mandat non renouvelable. Donc, en tout cas, ce qui se passe au Togo, c'est une leçon. C'est une leçon, en fait, je ne sais pas, de démocratie, d'autocratie, je ne sais pas comment il faut l'appeler. C'est pas le modèle. Mais là encore, je dirais que la CEDEAO va interpeller. La CEDEAO a interpellé parce que, si je me rappelle bien, il y a 3-4 années de cela, il y a eu un mouvement d'humeur au Togo, une manifestation de l'opposition pour aller vers la limitation du mandat et même, comment on appelle, la fin du mandat du président Faure. Et c'était devenu à un niveau extrême où c'est la CEDEAO qui était venue pour rassurer le peuple togolais, pour rassurer l'opposition que sans doute ça serait la fin, comment on appelle, le dernier mandat de Faure à la tête de l'État. Et comme un miracle, il y a une nouvelle constitution sortie de nulle part et qui a été votée, je crois, avril 2024, et, comment on appelle, promulguée en mai 2024. Et qui, comme un Togolais, lors d'un reportage que j'ai entendu, a dit que ce qui est miraculeux dans tout ça, c'est qu'il arrive à garder son pouvoir, cette fois-ci sans faire campagne, sans passer par aucun débat politique et sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit à la fin de son mandat. Et dans une sorte d'illimité, au fait. C'est-à-dire, il n'y a pas de limitation à la base. Donc, finalement, on se pose la question, et ça me rappelle une fois de passage, au Togo pour aller au Bénin, j'ai vu une plaque où c'était écrit « Fort et fort ». C'était le slogan d'ailleurs. C'était le fort et fort. Donc, c'est juste que fort et fort, il a de l'imagination. Et il sait détourner, comment on appelle, les jeux, et pour pouvoir toujours se maintenir au pouvoir. Et il est encore là, je crois qu'après 25 ans. Je crois que c'est un jeu qui est très très dangereux. Après 20 ans, hein, après 20 ans à la tête du pays. C'est un jeu qui est très très dangereux pour son pays. Parce qu'il a quand même un peu bâti, parce que je veux dire un peu bâti. Parce oui, il a fait des réalisations. Voilà, des réalisations de Togo. S'il ne veut pas gâcher tout ça, parce que l'usure du temps attrape toujours, parce que le meilleur juge, on dit, c'est le temps. Si les gens trouvent que c'est toujours, il y aura une génération qui ne va rien accepter. Le Togo, c'est un petit pays, sa superficie ne dépasse même pas celle de Bamako. Donc, mais c'est très étiré. Donc, ces pays ici, les gens de Kara doivent se battre avec les gens de Lomé ou de Dakbe, des villes comme ça va être très compliqué. Je crois que le gars, il a manqué de sagesse politique, comme l'a dit notre président, le président du Conseil national de la transition. Sagesse politique pour céder ses pouvoirs. Même s'il faisait comme Poutine, on allait accepter. Par exemple, céder le pouvoir à un Premier ministre, à un président fantôme, lui garder le Premier ministre, renforcer le pouvoir du Premier ministre et encore faire campagne. Est-ce que cette formule marche en Afrique? Du tout. L'Angola est l'histoire. L'Angola a été un mauvais exemple dans ce cas d'espèce. En tout cas, il est parti pour très longtemps. Voilà, les critiques, les observateurs pour la vie. Carrément désignent comme un président à vie. Oui, c'est ça, au niveau du Togo. Aujourd'hui, il a la constitution avec lui. Hein, et puis, elle a été tellement bien ficelée à son avantage. Hein, taillée sur mesure, comme on dit. Taillée sur mesure, voilà. Personne ne peut être président du Conseil des ministres sans avoir la majorité parlementaire. Et pour l'instant, il l'a pour un bon bout de temps. C'est que Bassaro le dit, exactement aujourd'hui, on a l'impression que les campagnes
les dépenses, ce sont les députés qui font à sa place. À sa place, oui. Et lui, on vient, on renouvelle il son ne fait mandat. rien, il est dans son salon, C'est on ça. dit, on a battu campagne pour être Député. député, notre parti a eu tel nombre, le pourcentage absolu, et voilà, vous êtes président. Donc voilà ce qui va se passer, et c'est vraiment une très très mauvaise leçon. C'est pourquoi je dis que c'est une leçon. Vous pensez que ça pourrait donner des idées dans la sous-région ou pas? C'est bien possible, hein. En fait, c'est bien possible parce qu'on sait qu'on est habitué à des renouvellements de mandat par des révisions conditionnelles. Maintenant, si c'est la formule qui fait qu'un président peut rester à vie, un jeune président... L'AIA aussi a créé sa formule. On ne fait pas d'élection. Non, on passe par des concertations. Il n'y a pas d'élection. Voilà. L'AIS l'a déjà dévancé, donc je crois que les gens, tous les pays vont, à part peut-être les pays qui aiment la démocratie, tous les autres pays vont passer par ces formules pour ne pas gaspiller de l'argent, de l'énergie. Voilà. Et voilà. En tout cas, c'est avec tristesse parce que le peuple n'a pas le mot. Le dernier mot ne revient pas cette fois-ci au peuple. La volonté du peuple fait défaut sur ce coup-là. Bafouillé. Messieurs, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre entretien brut d'aujourd'hui. J'espère qu'elle a été aussi brute pour les téléspectateurs qui nous regardent. Sur ce plateau, j'ai Monsieur Bourema Soulo, journaliste, blogueur. Soulo, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Et à l'entame, j'ai oublié de saluer la diaspora qui nous suit de partout. Et merci pour la fidélité. Et la diaspora allemande, sûrement. Surtout allemande. Surtout allemande. Et togolaise. Merci. Deuxième invité sur ce plateau, Monsieur Bassaro Aïdara, communicateur. Il faut bien le préciser. Il faut bien le préciser. Il faut bien le préciser. Il faut tirer sur le terre, là. Exactement. Donc, pour ne pas faire d'amalgame. En tout cas, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Et on remercie les téléspectateurs qui nous ont suivis depuis chez eux. Exactement. Et si je fais une petite virgule, je dirais bonne fête de travail à tout le monde. Exact. Téléspectateurs de Mandé TV, merci d'avoir été des nôtres jusqu'à la fin de cet entretien. On reste toujours sur les ondes de Mandé TV. Vous pouvez aller aussi sur nos pages YouTube, Facebook, TikTok et autres pour pouvoir visionner nos émissions et interagir avec nous. On se dit à la prochaine. On salue la diaspora par la même occasion. J'ai failli oublier et la régie qui a assuré cet enregistrement. À la prochaine.